Salut à tous, c'est Napoléorque et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très courte, juste pour faire un petit retour par rapport aux pronostics qui ont été établis. Je vais pas faire une longue analyse, il y a plein d'autres chaînes qui l'auront déjà très bien fait. Juste voir comment on s'est débrouillé sur cette soirée. On va passer tous les combats un petit peu rapidement. Le premier, Rinat contre Carlos Lille, pardon. Le combat était pas terrible. Je suis même pas sûr que Rinat mérite la victoire. Je l'aurais plutôt donné à Lille. Pour une fois qu'on est du bon côté des décisions un petit peu bizarres et injustes, je vais pas m'en plaindre. Très bien, on passe au combat suivant. Donc combat suivant, Ismail Nordiev contre Bruno Silva. Je vous mets la vidéo juste ici. Je pense que ça risque d'être un combat ennuyeux, mais une victoire à la décision pour Ismail. Ensuite, combat suivant. Donc je sais pas, je vous ai dit de mettre Nordiev, j'ai oublié de changer, j'ai laissé Silva. Bon tant pis, d'un côté je préfère faire l'erreur en vous donnant le bon résultat, le bon prono, et moi me planter quand je le reporte. Une bêtise de ma part, j'avais le bon prono, ça me fait quand même ça me fait une erreur. Bon tant pis, c'est comme ça. Combat suivant, Farid Bacharad contre Victor Hugo. On avait encore une fois le bon prono à la décision. Très bon combat de Farid, je suis très content qu'il ait puni Victor Hugo. Gros manque de professionnalisme, Victor Hugo qui est arrivé avec un poids complètement démesuré pour la catégorie. Ils ont dû le faire dans la catégorie supérieure, tout un bazar. Belle prestation de Farid. Comme prévu, très peu de létalité, mais belle prestation. Donc on avait le bon prono, c'est très bien. On passe au suivant. Kennedy contre Barnett, quelle déception, quelle déception. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais je m'attendais pas à ce que Barnett se blesse pendant son walkout. Je m'attendais pas que son gros bidou ait raison de son genou dû à l'excitation de l'annonce de son nom. On a annoncé son nom, il a voulu faire des sauts, des bonds, et malheureusement sa jambe n'a pas tenu. Ça l'a handicapé pour le début du combat, il s'est fait rouler dessus. Bon, après c'était le plus gros underdog de la carte. Peut-être que dans tous les cas il se serait fait rouler dessus. Mais c'est dommage, j'aurais quand même bien aimé voir ce combat. Donc pronostic faux malheureusement. Dommage. Combat suivant, Abus Magomedov contre Bruno Ferreira. Très beau combat d'Abus. Il a été mis en difficulté par le striking puissant de Ferreira, mais il a réussi à s'en sortir. Il est arrivé dans une forme particulièrement époustouflante. Je l'ai trouvé particulièrement fit, particulièrement en forme. Très fort. Il a pu utiliser son bon striking, gestion des distances. Il a fini sur une soumission, parfait. C'est dommage, on était bientôt, le round était presque fini. C'était bientôt la décision, mais très beau combat d'Abou. On avait le bon vainqueur, c'est très bien. Rebecki contre Rollby. Si vous n'avez pas vu ce combat, je vous conseille d'aller le voir. Magnifique combat. L'homme des cavernes Rollby nous a montré encore une fois sa résilience hors du commun. Vraiment impressionnant, il est tombé sur un gros morceau, Rebecki en face. Je pense que Rollby aurait dû mixer un peu plus, aurait dû apporter un peu plus de lutte. Ça s'est beaucoup passé en striking. Franchement, il n'y a aucun crédit à enlever aux deux combattants. Pour moi, ce combat n'a fait que prouver leurs compétences. Et je félicite les deux. Pour moi, ce combat est largement éligible au Fight of the Night. Ensuite, Geoff Neal contre Dos Anjos. Encore une fois déçu, encore une fois une blessure à la jambe. Un peu la malédiction de la soirée. Dos Anjos qui se blesse très rapidement à la jambe, qui peut pas continuer le combat qui dure même pas 2 minutes. Bon après on va pas se mentir, les 2 minutes qu'on a vues, Neal avait l'air particulièrement impressionnant et je pense que ça serait fini en chaos dramatique dans tous les cas. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'il soit blessé à la jambe. Donc pas grand chose à dire sur ce combat. Ibo Aslan contre Cerquera. Beau combat d'Ibo, très impressionnant. Il est arrivé ultra agressif, il a avancé vers son adversaire. Et quand il touche, on a l'impression de faire la bise à un train. Donc il a, de par sa pression, il a poussé Cerquera contre la cage et il lui a laissé absolument aucune chance.
Très belle prestation d'Ibo. KO en moins d'une minute. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Très curieux de voir les prochains combats du Last Ottoman. Ça a quand même l'air d'être un striker extrêmement dangereux. Combat suivant, Shara Magomedov contre Petrosyan. C'est du Shara. On est déçu du combat jusqu'au moment où il y a un coup de génie. Armen est arrivé dans une très bonne forme, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Il a clairement dominé le premier round, même si c'était serré, pour moi il a pris le premier round. On l'a vu pouvoir contrer les attaques de Shara, pouvoir compter son agressivité, pouvoir le mettre sur le reculoir. Il était parfait. Deuxième round, on a vu Shara commencer à prendre le dessus. Il gérait mieux la distance, il gérait mieux le striking, il touchait plus. Et puis là, après, c'est le coup de génie. Si vous n'avez pas vu ce KO, je vous conseille d'aller le voir. J'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Que ça soit en boxe taille, en kickboxing, peu importe. Il a mis un premier back fist. Et en fait, en utilisant l'amplitude qu'il avait déjà acquis dans le premier back fist, il en a mis un deuxième en se retournant totalement. Donc, avec une amplitude encore plus grande qu'un back fist. Il a touché à l'aller, il a touché au retour. Walkout KO. Il écarte les bras en partant. Armen qui reste au sol. Impressionnant. Très clairement un KO impressionnant, magnifique. L'UFC vont le ressortir tout le temps. Alors ça répond pas à beaucoup de questions sur Shara. On sait toujours pas ce qu'il vaut. Mais je pense que l'UFC a en tête d'en faire un gros showman aux Émirats. Comme de toute façon, avec son œil en moins, je suis pas sûr qu'il puisse combattre dans beaucoup d'endroits différents. Il fait le spectacle. Il met des KO spectaculaires. Le public a l'air de l'aimer. Est-ce qu'il rentrera dans le top 10 de sa division? Je pense pas. Il est beaucoup trop limité. Mais il est là, il fait le show. Et pour le mettre sur une carte à Abu Dhabi, il me semble parfait. Très clairement, il me semble parfait. Donc magnifique KO de Shara. On demande qu'à en voir plus. Alors on le sait très bien, hein. S'il tombe sur un lutteur, ça va être très compliqué. Mais très belle prestation, rien à dire. Bravo monsieur. Combat suivant, Liron Murphy contre Danny Gay, combat très chaud. Murphy a failli se faire finir au premier round, très clairement. Je pense qu'il y a des arbitres qui l'auraient arrêté au premier round. Il a réussi à s'en sortir, il a montré une résilience et un esprit guerrier incroyable. Il a réussi à reprendre le dessus, il a gagné le round 2, il a gagné le round 3. On voit qu'il a beaucoup de progrès à faire en lutte. Mais très bon striker, bonne gestion des distances. Il a réussi à être un peu meilleur que Danny Gay. Et pourtant Danny Gay c'est un client, attention. Faut clairement pas le sous-estimer. Donc pronostic bon. Très bien, on est content. Très beau combat. J'ai apprécié ce combat. Et j'ai beaucoup aimé la résilience de Murphy. Survivre à l'énorme pluie de coups qu'il a pris en fin de premier round et revenir comme ça, c'était magnifique. Ensuite, Ankalaev contre Alexander Rakic. C'est du Ankalaev, donc bon ben voilà, hein, le pronostic était bon, je vais pas vous mentir, le combat je l'ai trouvé particulièrement soporifique. Ankalaev, c'est un bon combattant, je dis pas le contraire. Et là, par exemple, il a réussi à surclasser d'un poil dans tous les échanges Rakic. Il mérite sa victoire, rien à dire. À aucun moment, il a été extrêmement dangereux. Il veut pas utiliser sa lutte. Il cadre pas suffisamment ses opposants. Donc même si c'est un très bon combattant, personnellement, je le vois pas passer Jiri. Je le vois certainement pas passer Pereira. Et même, je suis même pas sûr qu'il passe un gros striker comme un Roundtree par exemple. Donc je comprends que l'UFC rechigne un peu à lui donner son title shot contre Pereira. Je suis assez déçu. Je comprends pas pourquoi il veut pas utiliser sa lutte, ce qui le rendrait beaucoup plus dangereux. Et en tant que striker et en tant que combattant, parce que du coup ses adversaires seraient aussi préoccupés
sur le fait qu'il puisse shooter les takedowns à tout moment. Il semble pas vouloir le faire. Victoire pour l'UFC 308. Victoire pour le prono. Assez sceptique pour son futur. Je demande à voir ça, mais très peu convaincu pour l'avenir d'Ankalaev. Khamzat Chimaev contre Robert Whittaker. Ça y est, là on commence les clims. Je l'avais dit, c'était un peu avec le cœur que j'abordais le co-main event et le main event. Bon, des fois il faut écouter la raison. Je m'attendais à un premier round des enfers de Khamzat Chimaev. Je m'attendais pas à cette nouvelle version de Khamzat Chimaev. On a vu un Khamzat beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Toujours aussi sûr de lui, mais de façon plus humble. Franchement, on a vu une autre version de Khamzat Chimaev. Et que dire ? Je savais que le premier round allait être terrifiant. Robert était en train de faire ce qu'il fallait plus ou moins pour survivre. Alors attention, quand je dis ce qu'il fallait, c'était pas pour gagner le round. Le round était archi dominé par Khamzat, il n'y avait même pas l'ombre d'un doute. Je sais même pas si Robert a mis un coup. Mais il arrivait plus ou moins à survivre. Et là, il y a eu cet étranglement arrière. Pour moi, c'est surhumain. Alors attention les âmes sensibles, je vais vous mettre la photo juste ici. Faire ça sur une prise en moins de 2 secondes. J'avoue, je pensais même pas ça possible. Je pensais pas ça possible. Donc, rien à dire. Impressionné par Khamzat. On n'a toujours pas les réponses que je voulais avoir. On ne sait pas s'il peut faire un deuxième round, un troisième round. Mais avec un premier round comme ça, je vois pas qui va pouvoir lui tenir tête. Là déjà, il a battu le troisième. Mais même si on prend le top 5, je vois pas un Strickland passer un premier round comme ça. Je vois pas un Adesanya passer un premier round comme ça. Je vois pas un Nassourdine passer un premier round comme ça. Je vois pas Caio passer un premier round comme ça. Il y a 2 personnes qui peuvent me mettre une incertitude sur passer un premier round comme ça, et encore j'en doute. Ça va être DDP en premier, forcément. DDP le champion uniquement parce que DDP c'est une puissance brute, c'est une abnégation, c'est un combattant qui est tellement différent que je me dis peut-être. Et encore, ça me paraît extrêmement compliqué parce que Khamzat va l'amener au sol, c'est sûr. Est-ce qu'il peut mieux défendre au sol que Robert Whittaker ? Et le deuxième, ça va être Bonical. Donc Bonical, potentiellement, il peut peut-être survivre à ce premier round. Parce qu'il a un bagage en lutte, c'est sûrement un des meilleurs bagages en lutte avec Khamzat. Mais autant je suis le premier à pas spécialement aimer Khamzat, autant là il faut avouer qu'il a été particulièrement monstrueux. Et que là je vois vraiment pas qui peut se mettre en travers de sa route sereinement en se disant ok, toi je te prends. Pour moi il n'y a que DDP qui éventuellement peut poser question. Les autres je les vois pas survivre au premier round. Alors ça va toujours être la même chose par contre. S'ils survivent au premier round, les Strickland, Adesanya, Nassour, c'est à peu près sûr qu'ils gagnent un 5 rounds avec Khamzat. Mais vous avez vu ce qu'il a fait à la mâchoire de Robert Whittaker. Pour déchausser des dents comme ça. 3 dents, les déchausser comme ça. Qui va résister à ça en fait ? Personne peut résister à ça. C'est clairement humain, physique, tu peux pas. Donc là, casser des dents comme ça avec un protège dans la bouche, je veux même pas imaginer la force de pression dans cet étranglement. C'est tout simplement surhumain. Donc franchement, impressionné. Est-ce que ça arrange l'UFC d'avoir un Khamzat aussi impressionnant ? Je sais pas.
Étant donné que Khamzat peut combattre que à Abu Dhabi, je sais pas si l'UFC adorerait l'avoir comme champion. Mais là c'est un réel danger pour la catégorie. C'est un réel danger parce que si l'UFC veut lui donner un title shot, il peut déjà le faire après cette victoire. Et s'ils veulent le bloquer en lui mettant un an de combat, je vois pas qui peut le faire tomber. Pas à ce niveau-là, pas avec cette intensité-là. Donc il a mis la clim. Il m'a donné tort. Et rien à dire. Bravo Khamzat, magnifique combat. J'ai eu tort. Je demande qu'à voir. J'espère qu'il va devenir plus professionnel. J'espère qu'il va vraiment me donner tort à 100%. C'est tout le mal que je lui souhaite. S'il peut devenir professionnel, faire attention à sa communication, à ce qu'il fait, je demande que ça. Mais rien à dire. Bravo monsieur. Et ensuite, deuxième clim de la soirée, mais elle était prévisible. Les deux paris avec le cœur. Ilia Topuria contre Max Holloway. Magnifique combat. J'ai beaucoup aimé. Premier round, Ilia est bien rentré dedans. Très dangereux. Il a réussi vraiment à imposer sa boxe. Il a fait un petit takedown pour montrer à Max Holloway, attention, le danger, il peut venir de plusieurs endroits. Max Holloway très bien défendu. Parfait, donc round 1, je le donne à Ilia. Le round 2, Max est très bien revenu. Il enchaînait les jabs, Ilia prenait beaucoup de dégâts. Que ce soit au visage, il commençait à beaucoup marquer, que ce soit au genou, il prenait beaucoup d'oblique kicks. Si vous regardez le combat, il commençait à avoir un trou au-dessus du genou. Donc vraiment très beau round de Max Holloway. Pour moi, il prend le deuxième round, il a été très dangereux. Et le problème, c'est qu'en fait, Ilia, on va pouvoir lui taper dessus. C'est ce que Max lui a fait. Donc Max, grosso modo, a passé 2 rounds, un peu plus de 2 rounds à lui taper dessus, à lui infliger des dégâts. Volkanovski avait fait pareil. Même s'il marque Topuria, ça a pas l'air de trop le freiner dans son avancée. Il a une boxe qui est ultra propre. Il a une vitesse d'exécution qui est infernale. Et il a une puissance surhumaine. Ça finit par le premier KO de Max Holloway. Il nous l'a mis KO en 3 rounds. Et magnifique, il n'y a rien à dire. C'est un superbe enchaînement. On a senti un petit peu avant que Max Holloway était ébranlé. Il a fait le mauvais choix pour moi. Il aurait dû essayer de prendre de l'espace. Il était en mode survie, il n'a pas fait le bon choix. Il y a réussi à l'enfermer. Bim, bim. Fini. Incroyable. Incroyable Ilia. C'est vraiment un combattant qu'il va falloir surveiller. Je sais même pas dans sa catégorie qui va pouvoir le vaincre. Même là, pour le titre de combattant de l'année, il bat Volkanovski et Holloway. Quasiment la même année, si je dis pas de bêtises. 2 futurs Hall of Fame, 2 mecs qui sont dans le top 10 des plus grands de leur catégorie. Et là derrière dans la caté, il n'y a personne qui peut le prendre. Ils vont faire un match revanche contre Volkanovski, mais je me fais pas d'illusions. Holloway, ça servirait pas à grand chose de faire un rematch tout de suite, même un rematch tout court. Diego Lopez, j'adore Diego Lopez, je le vois pas passer Ilia. Yair Rodriguez, je passe. Movsar Evloev, c'est peut-être celui qui me tenterait le plus à voir pour le côté lutte. Mais il va prendre un KO. En 3 rounds, il est KO. Brian Ortega, c'est KO round 1. Arnold Allen, Josh Emmett, Aljamain Sterling. Peut-être que Sterling va réussir un petit peu à monter les échelons pour venir le titiller. Mais et c'est qui le 10e? Kelvin Qatar. Donc non, dans le top 10, il n'y a personne qui va pouvoir le vaincre. Donc je pense qu'on s'apprête à connaître un règne d'Ilia Topuria là sur quelques temps. Jusqu'à ce qu'il y ait peut-être du 109 qui va arriver pour pouvoir le mettre en danger. Mais autant, un petit peu comme Khamzat, je suis pas très fan de l'homme. Même si j'ai beaucoup aimé son discours de fin de combat.
Pour une fois, il était beaucoup moins hautain, beaucoup moins provocateur que d'habitude. J'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup aimé. Il donnait le respect et à Volkanovski et à Holloway. Et d'un côté, il a raison. Il a raison. Il a battu deux légendes. Plus il leur donna de respect, plus ça mettra ses victoires en valeur. Donc non, rien à dire. Magnifique combat d'Ilia Topuria. Très dangereux. Je demande qu'à en voir plus. Mais ça va être très 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 compliqué de venir le titiller maintenant. Donc du coup, au niveau des pics, ça me fait 8 sur 13 en comptant du coup ma bêtise pour Nordiev. J'aurais dû avoir 9 sur 13. Mais bon, tant pis pour moi. Si je dis pas de bêtises, 8 sur 13 ça fait 61%, c'est pas bon du tout. C'est pas largement pas suffisant. 9 sur 13 ça aurait fait du 69%. Pas suffisant, mais ça correspond beaucoup plus au standard habituel, 70%. Donc on est en dessous. On est en dessous de ce qu'il faut. On va se rattraper pour le prochain événement. Qu'est-ce qu'il y a comme événement qui arrive? On a le Fight Night Moreno contre Albazi qui va se passer au Canada. Ça faisait quelque temps que l'UFC n'était pas allé au Canada. C'est une carte qui risque d'être sympathique. Moreno Albazi, beau combat. Namajunas contre Blanchfield, beau combat. Lewis Diniz, beau combat. On a même le petit chouchou français Charles Jourdain, Ariane Lipski, Alexander Romanov. Franchement, ça peut être un événement sympa, forcément pas aussi spectaculaire que celui de cette semaine. Mais très curieux, je vais analyser ça dans la semaine et on se retrouve jeudi ou vendredi pour la vidéo analyse et pronostic de l'UFC Canada. Je vous souhaite une bonne semaine.